Le sabre laser est sans doute l'arme la plus emblématique de toute la science-fiction. Et cela fait maintenant presque un demi-siècle qu'elle fait vibrer les fans du monde entier. Mais savais-tu que cette arme existe sous plein de formes différentes? Dans cette vidéo, on va te présenter tous les types de sabres laser qui apparaissent dans l'univers de Star Wars. Le sabre laser standard, c'est l'arme signature des Jedi et des Sith, mais elle peut aussi être maniée comme une simple épée par des personnes non sensibles à la force. Ce sabre projette une lame de plasma alimentée par un cristal Kyber. Ce cristal est en général incolore au départ, mais il prend la couleur selon la connexion de l'utilisateur avec la force. Côté Sith, on retrouve les célèbres lames rouges, obtenues par un processus appelé saignement, où le porteur corrompt le cristal Kyber avec le côté obscur, le faisant saigner littéralement. Quand on combine le sabre laser avec la force, on obtient une arme quasiment impossible à arrêter, capable de trancher presque n'importe quelle matière, sauf un autre sabre laser. Mais ce qui rend cette arme vraiment spéciale, c'est sa construction très sophistiquée. Le cristal Kyber ne fait pas que fournir l'énergie, il génère une boucle de plasma contenue qui revient dans le manche. C'est ce qui explique pourquoi la lame a une longueur fixe et ne s'étend pas à l'infini. C'est aussi cette bulle de confinement qui permet aux sabres de s'entrechoquer au lieu de passer les uns à travers les autres. Le cristal, sensible à la force, crée une arme unique à chaque porteur, influençant l'équilibre, le poids et même la maniabilité du sabre en combat. Des icônes comme Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi ou Yoda ont tous personnalisé leurs manches pour s'adapter à leur style de combat. Un Jedi expérimenté peut même utiliser son sabre contre des armes à distance en renvoyant des tirs de blaster vers les tireurs. Tous les Jedi ne sont pas naturellement doués comme Rey ou Luke. La plupart doivent étudier la force pendant des décennies avant même de passer des épreuves de chevalier Jedi. C'est là que le sabre d'entraînement entre en jeu. Il est essentiel pour apprendre les bases du duel sans risque de blessures graves. Ces sabres sont utilisés par les jeunes Padawan. Leur arme est moins puissante, ce qui évite les brûlures ou les mutilations, mais elle fait quand même très mal au contact. Ces sabres sont utilisés par les jeunes Padawan, comme on le voit dans l'attaque des clones quand Maître Yoda forme un groupe d'enfants au temple Jedi sur Coruscant. Une fois que le Jedi a traversé le rite de l'épreuve, il abandonne ce sabre pour construire sa propre arme, alimentée par son propre cristal Kyber. Certains, notamment chez les Sith, ont développé des sabres très uniques pour prendre l'avantage en combat. Et le premier qu'on doit évoquer, le sabre à double face de Dark Vador. Ce sabre contient 2 cristaux focaux, permettant de modifier la longueur de la lame en plein combat, ce qui peut complètement déconcerter l'adversaire. Vador n'avait pas forcément besoin de ça pour battre ses ennemis, car il maîtrisait aussi l'étranglement et l'attraction avec la force, en plus d'être un excellent duelliste. Mais contre des adversaires aussi puissants que Luke ou Obi-Wan, il utilisait parfois cette variation de lame pour les prendre par surprise. Le sabre laser à garde croisée de Kylo Ren. Encore un sabre emblématique, celui de Kylo Ren, reconnaissable à sa garde en croix qui rappelle les épées médiévales. Ce design n'est pas là juste pour le style. En fait, lors du saignement de son cristal Kyber, Kylo l'a fissuré, ce qui a rendu son énergie instable. Les 2 petites lames latérales sont donc là pour évacuer le surplus d'énergie, évitant que la poignée n'explose pendant l'utilisation. Mais elles sont aussi utiles en attaque, comme quand Kylo plante sa garde dans l'épaule de Finn dans le réveil de la force. Et fun fact, ce n'était pas Kylo qui a inventé cette forme. Avant lui, des Jedi comme Stellan Gios en avaient une version rétractable pendant l'ère de la Haute République, et le Sith Dark Atrius maniait carrément les 2 sabres croisés. Le sabre double lame de Dark Maul. C'est sûrement le sabre le plus stylé visuellement, celui de Dark Maul avec une lame de chaque côté du manche. Il offre une portée offensive énorme, mais demande aussi une grande maîtrise car son maniement est beaucoup plus complexe. Certains Jedi comme Keeve Trennis ont aussi utilisé ce type de sabre. Et Asajj Ventress pouvait fusionner ces 2 sabres incurvés pour en faire une double lame dévastatrice. Mais cette arme a une faiblesse critique, si l'on frappe au centre, on peut la casser en 2. Comme l'a fait Obi-Wan sur Naboo, ou comme lors du tir qui a détruit le sabre de Jaro Tapal.
Le sabre laser des Inquisiteurs est une autre version bien connue du double sabre qui se distingue non pas par son apparence, mais plutôt par le style de combat unique qui l'accompagne. Comme son nom l'indique, ce sabre est utilisé par les Inquisiteurs de l'Empire. Il possède un manche entouré d'un anneau circulaire dans lequel sont intégrées 2 lames. Cette construction permet au sabre de tourner sur lui-même à grande vitesse, créant ainsi une barrière défensive qui empêche les utilisateurs de sabre laser classiques de s'approcher trop près. Les membres de l'Inquisitorius s'en servent pour traquer les Jedi survivants, la plupart ayant du mal à suivre les mouvements de cette lame tournoyant. Et c'est ce qu'on voit clairement dans le duel entre Kanan Jarrus et le Grand Inquisiteur. Mais ce n'est pas tout. La rotation du sabre génère assez de vent pour permettre un vol sur de courtes distances, comme dans Star Wars Rebels, où un Inquisiteur utilise cette technique pour échapper à Maul. Une évolution du sabre double lame de Maul, c'est le sabre laser à charnière que manie Dark Rey dans l'ascension de Skywalker. Grâce à sa charnière centrale, ce sabre peut se plier, ce qui facilite son transport. Il n'a donc pas les inconvénients d'un sabre rigide aux manches fixes. Ce modèle est aussi plus polyvalent, car on peut orienter les 2 lames dans la même direction. C'est justement ce que fait Orla Jareni, une Wayseeker qui utilise 2 lames parallèles reliées par une charnière. Ce type de sabre est parfait pour les combattants très offensifs comme le redoutable général Jedi Pong Krell. Krell manie 2 sabres à charnière à la fois, ce qui lui donne 4 lames au total, un vrai cauchemar à affronter et un palmarès impressionnant sur le champ de bataille. Puisqu'on parle de maniement à 2 mains, impossible d'ignorer le sabre Shoto, aussi appelé Light Dagger. C'est une version plus courte du sabre laser, idéale pour les plus petits gabarits qui auraient du mal à manier une lame de taille standard. Des maîtres Jedi comme Yoda, Yaddle ou encore Even Piell ont prouvé que le Shoto était parfaitement viable au combat, et ça fait des siècles qu'on les voit chez les Jedi. Il est aussi très populaire chez les adeptes du style Jarkai, une forme de duel à 2 lames. Quand Ahsoka Tano purifie les cristaux Kyber du 6e frère pour fabriquer ses 2 sabres blancs, elle conçoit l'un d'eux en Shoto à utiliser en main secondaire. Elle s'en sert pour gagner en agilité et en précision. Et certains Jedi comme Durban ou Ennard sont allés encore plus loin, en créant un style unique basé sur le double Shoto. Si le Shoto mise sur la compacité, le sabre laser pique joue sur la longe. Inspiré d'une lance, il possède un manche allongé et c'est l'arme de prédilection des gardiens du temple Jedi. Une fois activé, le sabre pique dépasse légèrement la taille du porteur, ce qui le rend très utile pour les défenses de zone ou le contrôle de foule. Il existe 2 variantes bien connues. La première à double lame jaune qu'on voit dans The Clone Wars et Rebels. La seconde, plus rare, ressemble à une hallebarde, avec un long manche et une lame Shoto au bout, ce qui donne une arme mesurant entre 2 et 3 mètres de long. Ce modèle est utilisé aussi bien par les Jedi que par les Sith, comme Dark Bane qui manie un sabre pique à lame rouge-orange presque comme une flamme vivante. Et encore plus imposant que le sabre pique, on a le Grit Lightsaber, ou Light Club, un sabre surdimensionné conçu pour être utilisé par des espèces de grande taille. Ce sabre a besoin de modifications importantes pour fonctionner, une émission d'énergie renforcée, un manche ultra résistant et un système d'alimentation robuste pour gérer sa puissance. Oui, la lame est immense et les frappes sont dévastatrices. Mais en contrepartie, le sabre est lent et difficile à manier. C'est pour ça que les utilisateurs humains préfèrent généralement l'éviter. À l'opposé total, on trouve le Light Foil, un sabre laser fin, élégant, conçu pour les duels de précision. Avec sa lame plus légère et son manche à une main, le Light Foil est très populaire chez les aristocrates du sabre, notamment les sabres Reix. C'est l'arme idéale pour les pratiquants du style Makashi, reconnu pour sa finesse et sa précision. Dans l'univers Legends, un membre de l'ordre Mekrosa était connu pour manier le Light Foil, qui était alors vu comme un symbole de raffinement et de statut. Si le Light Foil était synonyme d'élégance, le Light Whip, lui, c'est carrément le chaos incarné. Ce sabre laser ultra flexible a été lourdement modifié. Sa lame plasma est contenue dans un champ énergétique souple, ce qui lui permet de se comporter comme un fouet plutôt qu'une épée classique. Avec ses mouvements imprévisibles, le Light Whip est quasiment impossible à bloquer. Et c'est un cauchemar pour les duellistes qui s'attendent à un combat sabre contre sabre. Pendant les guerres Sith, certains Jedi ont justement adopté le Light Whip pour contrer les formes de combat interdites utilisées par les Sith, qui leur donnaient un avantage en duel. Le Light Whip connaît son heure de gloire pendant l'époque de la Haute République, avec des utilisateurs comme Vernestra Rwoh ou même les Sœurs de la Nuit de Dathomir, qui ont intégré cette arme dans leur arsenal. Mais si le Light Whip est aussi rare aujourd'hui, c'est parce qu'il a 2 gros défauts. D'abord, sa lame fine et flexible manque de puissance de frappe, donc pas top pour trancher ou infliger des coups lourds. Ensuite, à cause de ses mouvements erratiques, il est super difficile à manier, et un faux mouvement peut te faire reprendre ta propre lame en pleine tête. Ouais, pas génial.
Dans l'univers Legends, une utilisatrice du côté obscur nommée Lumia, entraînée par Dark Vador, utilise un Light Whip hybride, mêlant des tendrils d'énergie à des câbles physiques, ce qui lui permettait à la fois de trancher et d'assommer. Sympa ou pas? Avant de passer à des sabres encore plus fous, revenons rapidement à celui qui a tout lancé, le proto-sabre. Considéré comme l'ancêtre du sabre laser moderne, le proto-sabre était puissant, mais clairement pas pratique. Il nécessitait une batterie externe reliée à un manche par un câble pour alimenter la lame en énergie. Le souci, à cause des limites techniques de l'époque, les packs d'énergie s'épuisaient vite, et les rendre plus gros les rendait super encombrants. Et comme un fameux câble reliait la lame au sac à dos, le maniement était hyper contraignant. Résultat, les duellistes devaient adopter un style lent, méthodique et oublier les acrobaties. On a pu voir des versions du proto-sabre dans l'univers Legends et dans certains concepts. Des Jedi de l'ancienne République comme Odan Ur en utilisaient avant que les sabres à Crystal Kyber ne rendent la batterie obsolète. Mais encore plus ancien et encore plus sinistre, il y a le Force Saber. Ce sabre vient tout droit des chiens de la force de l'Empire Infini Rakata et a été conçu bien avant que les Jedi découvrent les Crystal Kyber. Contrairement au sabre moderne, le Force Saber était entièrement alimenté par le côté obscur, avec une lame canalisée à travers un cristal d'ébène. Son lien avec la noirceur de la Force l'a vite fait rejeter par les Jedi, qui se sont plutôt servis de ses plans pour développer le proto-sabre, puis le sabre à Kyber classique. Mais ne te méprends pas, le Force Saber, c'était une arme redoutable, utilisée par les premiers cultes de la Force dans l'Empire Infini. Et même s'il servait le mal, faut avouer que son design avait un certain style. Cela dit, aucune lame ne rivalise avec le sabre le plus emblématique de tous, le Darksaber. Forgé par Tarre Vizsla, le tout premier Jedi mandalorien, ce sabre noir à lame plate ressemble plus à une épée traditionnelle et il vibre d'une énergie brute qui impressionne. C'est leur symbole de pouvoir chez les Mandaloriens. Le posséder, c'est revendiquer le droit de diriger Mandalore. Il est passé entre les mains de Pre Vizsla, Darth Maul, Sabine Wren, Bo-Katan, Kryze, Moff Gideon et Din Djarin. Rien que ça. Ce sabre a presque une volonté propre et tente de créer un lien avec son porteur. Si tu résistes à ce lien, il devient plus lourd et difficile à manier. Mais si tu l'acceptes, la lame s'allège et devient un vrai prolongement de toi-même. Contrairement aux autres sabres, le Darksaber est ultra sensible aux émotions de celui qui le manie. Il demande de la force, mais surtout de la concentration et du courage. Et si le Darksaber a été transmis à travers les générations, certains sabres plus uniques n'ont existé que dans les mains de leurs utilisateurs d'origine. L'un des plus sinistres et intrigants, c'est celui du Stranger, l'inconnu masqué qu'on découvre dans The Acolyte. Ce sabre piégé est une vraie pépite côté design. Il peut se séparer en deux, dont une partie devient une lame Shoto, parfait pour s'adapter à la volée et passer d'un style standard à un style à deux lames en plein milieu d'un combat. Mais là où le Stranger se démarque, c'est dans l'usage qu'il fait de cette fonction. Il ne cherche pas la polyvalence, mais l'effet de surprise, comme on le voit clairement quand il élimine la Padawan Jekilon d'un geste rapide et inattendu. C'est typiquement le genre de sabre qui repose sur la confusion et la manipulation, parfait pour un site dont le but est de déséquilibrer l'adversaire avant de le frapper. Notre prochain sabre un peu spécial, c'est celui d'Ezra Bridger. Et franchement, il prouve direct que ce jeune Padawan était bien plus qu'un futur Jedi. C'était un vrai petit génie créatif. Dans Star Wars Rebels, Ezra reçoit un cristal Kyber au temple Jedi de Lothal et le transforme en une arme hybride, un sabre laser avec un mode blaster intégré. Ouais, le même manche pouvait tirer des décharges paralysantes et activer une lame plasma. Un choix super intelligent à l'époque. Ezra n'avait pas encore le niveau pour envoyer des tirs de blaster à la Obi-Wan, donc il lui fallait une autre solution pour se battre à distance. Et puis bon, à l'ère de l'Empire, sortir un sabre laser, c'était signer son arrêt de mort. Grâce au mode blaster, il pouvait se fondre dans la masse et éviter de se faire cramer comme Jedi. Il a utilisé ce sabre pendant plein de missions au début, et même son maître, Kanan Jarrus, s'en est servi contre le Grand Inquisiteur. Mais le sabre a été détruit par Dark Vador en personne et après ça, Ezra s'est fabriqué un modèle plus classique à lame verte. Ce premier sabre, c'était le reflet parfait de sa débrouillardise, de son côté atypique et de son esprit d'adaptation. Bref, un sabre à son image. En parlant de Kanan Jarrus justement, lui aussi avait sa petite astuce pour rester discret après l'ordre 66. Son sabre laser pouvait être démonté en deux parties à tout moment. Il gardait l'émetteur et l'activation séparés du manche, ce qui faisait passer son arme pour un simple outil, genre tournevis high-tech. C'était hyper malin pour passer inaperçu, et en même temps, ça montrait bien le tiraillement intérieur de Kanan, un padawan paumé, obligé d'assumer seul le rôle de Jedi dans une galaxie qui ne veut plus d'eux. De la discrétion, on passe maintenant à l'intimisation totale avec le sabre de Dark Noctis, une Sith carrément flippante au look ténébreux. Avec son manteau, sa capuche et ce sabre tordu à la main, Noctis devait donner des cauchemars aux Padawan.
et le design du sabre est parfait pour accrocher la garde de l'adversaire, le désarmer ou le déséquilibrer en plein duel. Un peu plus équilibré maintenant, on a le Tonfa Lightsaber. Oui, c'est inspiré des vrais bâtons Tonfa utilisés en arts martiaux. La poignée est perpendiculaire à la lame, ce qui rend l'arme parfaite pour le corps à corps et la défense rapprochée. Tu peux l'utiliser pour bloquer, piquer, balayer et même piéger les attaques ennemies. Il suffit de tenir la poignée à la verticale pour se protéger tout en attaquant en arc de cercle. Ce sabre a été vu durant l'ère impériale, notamment entre les mains de Maris Brood, qui en maniait 2 à la fois, et là tu te dis ok, ça tape fort. Mais attention, si t'es pas entraîné, c'est le meilleur moyen de te brûler toi-même. Et vu que les blocages passent souvent par la poignée, elle devait être renforcée en fric, un métal résistant au sabre laser, sinon bonjour les dégâts. Et maintenant, un sabre qui n'est pas pensé pour le combat en priorité, le sabre canne. L'idée est simple, camoufler ton sabre dans une canne, pratique si t'es un Jedi âgé ou un utilisateur de la force qui veut vivre peinard sans se faire griller. On a vu Maître Terra Shinobe utiliser ça pendant la guerre des clones, mais aussi Darth Maul à l'époque de l'Empire. Il avait fixé un bout de bois à son manche histoire de jouer un vieux fragile alors qu'en fait, bam, sabre laser dans la gueule. C'est l'arme parfaite pour l'effet de surprise, tu penses attaquer un papy et tu finis découpé en rondelles. Et enfin, le sabre laser le plus what the fuck de tous les temps, le Farkiller. Alors là, on parle plus d'un sabre, mais d'un sniper laser. Ouais, vraiment. Ce sabre a été conçu par Warwill, une cristalliste Jedi et utilisé par le maître Oob pour abattre ses cibles à des centaines de kilomètres, genre sniper d'élite façon Jedi. Il envoyait un tir concentré d'énergie un peu comme un canon à rail, et Oob s'en est servi pour éliminer des centaines de futurs seigneurs Sith. Résultat, excommunication directe pour Warwill et Oob et le Farkiller a disparu avec eux. Et voilà, tu viens de découvrir tous les types de sabres laser de l'univers Star Wars. Alors, t'en connaissais combien avant de lancer cette vidéo? Dis-nous tout dans les commentaires juste en dessous et n'hésite pas à lâcher un petit like si t'as appris un truc cool.